Le docteur Denis Lacombe est mon successeur. J'ai été pendant 24 ans directeur général de l'EORTC. C'est l'Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer. C'est une organisation unique en Europe qui coordonne les essais cliniques, c'est-à-dire l'expérimentation humaine en cancérologie. Denis est arrivé en 1993, c'est un médecin français qui est parti aux États-Unis dans les années 80 au Roswell Park Cancer Center à Buffalo pour se spécialiser en pharmacologie. Il a fait après un détour en Europe pendant 2 ans dans l'industrie pharmaceutique et il a eu le feu sacré de la recherche académique, de la recherche clinique et nous a rejoint à l'EORTC en 1993. C'est avec lui que nous avons pu construire toutes les différentes unités et faire face au challenge de la cancérologie moderne. Et si on a pu réussir à construire l'EORTC qui comprend aujourd'hui 200 personnes, 200 chercheurs dans notre staff, c'est grâce à cette collaboration extrêmement fructueuse et harmonieuse. Aujourd'hui, il y a 600 molécules de traitement potentiel anti-cancer. Vous imaginez les défis, c'est une fameuse motivation et une promesse d'espoir pour tous les malades atteints de cancer, mais c'est aussi un défi extraordinaire sur comment développer et comment arriver à développer de meilleures stratégies de traitement compte tenu de la multidisciplinarité et de la nécessité de coopération internationale. Et donc, c'est à ces défis et à ces fantastiques opportunités que Denis attache son temps et ses responsabilités maintenant. Merci Madame Meunier, bonsoir tout le monde. Donc, je vais vous parler de la médecine de précision. Alors je voudrais d'abord vous présenter un petit peu ce qui va se passer. On va passer par quelques définitions parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe et surtout parler de la médecine de précision sur le plan de la recherche clinique, c'est-à-dire comment on arrive à la médecine de précision et comment on l'implémente chez l'humain. Donc je vous parlerai un petit peu de notre organisation et pourquoi je suis là et pourquoi je parle ce soir, et un petit peu de cette révolution médicale avec des nouvelles molécules. Madame Meunier parlait de 600, certaines estimations donnent même 700. Donc effectivement, il y a de nouvelles molécules, de nouvelles possibilités, mais on est face à une complexité quand même de la cellule cancéreuse. Donc comment amener toutes ces molécules de manière optimale au lit du patient. Donc je vais vous donner aussi pas mal d'exemples, parce que c'est peut-être, je ne connais pas nécessairement tout le niveau de l'audience, pour essayer d'illustrer ces exemples, et on finira aussi sur des aspects un petit peu plus opérationnels et des aspects économiques, parce qu'effectivement la médecine de précision, les nouvelles molécules, il y a quand même aussi des défis économiques pour les sociétés, ça coûte très cher, et on finira sur quelques perspectives d'avenir. Donc commençons par la définition. Qu'est-ce que c'est la médecine de précision et qu'est-ce qu'on essaie de faire? Donc on parle aussi parfois de médecine personnalisée. Moi je préfère parler de médecine de précision parce que la médecine a toujours été personnalisée, hein. C'est un médecin, un patient. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de regrouper des patients qui expriment essentiellement des caractéristiques biologiques, où on arrive à comprendre leur tumeur pour les regrouper dans des sous-populations où on va pouvoir être plus efficace parce qu'on comprend la biologie et qu'est-ce qui est en fait la raison de leur cancer. Alors pourquoi c'est nécessaire? Parce qu'effectivement, le cancer reste quand même un défi de société, puisque en Europe, il y a quand même plus de 3 millions de nouveaux cas par an, et il faut effectivement qu'on améliore nos approches thérapeutiques, et les nouvelles technologies qui nous permettent de comprendre la biologie de la maladie sont là pour avancer. Alors qu'est-ce que c'est la recherche clinique? Puisqu'on va parler de recherche clinique, il faut quand même comprendre un petit peu ce que c'est la recherche clinique et ce que nous faisons. C'est la validation des approches thérapeutiques chez l'humain. Donc ce sont des études cliniques qui vont où on va entrer des patients où on va adresser une question sur un nouveau traitement et essayer de le valider. Et alors ce qui se passe maintenant, c'est que puisque nous avons la capacité de comprendre la biologie de la maladie, il faut qu'on accède à la tumeur au sein du patient pour pouvoir analyser et comprendre cette tumeur et entrer
toute cette connaissance qu'on peut avoir grâce aux nouvelles technologies dans nos décisions. Et ceci se fait par un outil de travail qui s'appelle un essai clinique, un clinical trial. On parle aussi d'études cliniques où on écrit un protocole et où des patients vont participer pour pouvoir répondre à ces questions et à ces défis. Alors comment ça se passe un petit peu? On va un petit peu expliquer dans la première partie de l'exposé comment ça se passe. Eh bien, on a des questions en recherche fondamentale que nous nous posons et on va les amener, on va essayer de les valider chez l'humain, donc en recherche clinique. Et puisque maintenant nous avons encore une fois la capacité de comprendre la biologie, il y a une nouvelle science qui s'appelle la recherche de transfert, Translational Research, qui en fait, où on va essayer de comprendre les biomarqueurs, donc les marqueurs biologiques qui permettent de mieux comprendre les tumeurs et donc de cibler. Donc c'est un petit peu pour comprendre le rationnel de la médecine de précision. Et bien sûr, à partir de là, de nouvelles molécules vont être enregistrées. Elles sont disponibles pour les patients, donc elles rentrent dans la pratique, les médecins apprennent, les utilisent, mais effectivement, on se pose constamment des questions et en traitant les patients, il y a des nouveaux défis, on reteste les principes en recherche fondamentale et ainsi de suite. Donc, comment on développe une nouvelle molécule? Encore une fois, ça c'est un petit peu le background qu'il faut comprendre pour arriver à comprendre tous les mécanismes de la recherche de précision. Et bien, encore une fois, on fait de la recherche d'abord sur la cellule, chez les animaux, mais quand on a guéri une souris, on n'a pas guéri un humain. Il reste encore beaucoup de questions à se poser. Donc la molécule, après, rentre en recherche clinique, où on va essayer de documenter son efficacité, mais aussi son bénéfice thérapeutique. Qu'est-ce qu'elle nous apporte par rapport à ce que nous avons déjà? Puis elle rentre en approbation réglementaire, elle rentre sur le marché, mais il reste beaucoup de questions, parce que quand un nouveau médicament est sur le marché, on ne sait pas forcément l'utiliser de manière optimale. On se pose encore beaucoup de questions. Quelle est la meilleure façon de l'administrer au point de vue de son schéma d'administration? Est-ce qu'on va le donner avec la radiothérapie? Est-ce qu'on va le combiner avec la chimiothérapie? Est-ce qu'on va le donner avant la chirurgie, après la chirurgie? Donc il y a beaucoup de questions d'optimisation qui restent en suspens. Donc évidemment, on va se concentrer essentiellement sur cette partie-là. Pour le reste de la présentation, qui est en fait la partie de la recherche clinique où on va amener ces nouvelles molécules dites intelligentes, de précision, donc au lit du patient. Donc ça se passe un petit peu de la façon suivante, encore une fois. Dans un premier temps, quand on arrive chez l'humain, il faut documenter la dose, donc quel est le schéma, quelle est la dose et le schéma d'administration. Donc on va d'abord se poser une question de safety, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas entraîner de toxicité. Puis dans un deuxième temps, on va documenter est-ce que la molécule est active, donc est-ce qu'elle agit sur la cellule cancéreuse. Puis ensuite, si on a une molécule, un médicament qui est potentiellement actif, il va falloir prouver qu'il apporte un bénéfice thérapeutique. Et qui dit bénéfice thérapeutique, qui dit bénéfice, dit comparaison. Il faut le comparer à ce que nous avons. Et quand cette comparaison est établie, effectivement, encore une fois, il rentre dans les schémas de traitement des patients après son approbation. Alors, comment ce bénéfice thérapeutique est-il établi et qu'est-ce que c'est un essai clinique? Ça aussi encore c'est de l'information qui est importante à comprendre au départ, puisque vous allez voir plus tard comment ces essais cliniques évoluent pour la médecine de précision. Et bien là c'est un exemple, par exemple dans les cancers du sein, ce qu'on fait c'est qu'on prend un pool de patients et de patientes dans ce cas-là qui ont une maladie commune et que l'on pense être homogène, et en fait on va comparer deux molécules en randomisant, c'est-à-dire en tirant au sort les patientes entre le traitement actuel et le nouveau traitement. Et là dans cet exemple où on teste une nouvelle molécule que l'on compare à la molécule existante, si la molécule B est plus efficace que la molécule A, à ce moment-là elle est enregistrée et elle passe en traitement de routine. Donc ça c'est un petit peu le background de l'essai clinique. Donc quelles sont nos opportunités, aujourd'hui? Eh bien c'est ce qu'on disait en introduction, c'est que nous avons beaucoup de molécules, donc
comment les amener au lit du patient, comment optimiser notre recherche, puisque maintenant les médecins ne travaillent plus de manière isolée, on travaille avec les gens de laboratoire, avec les scientifiques de laboratoire, donc il faut créer de nouvelles connexions pour pouvoir rentrer toutes ces connaissances dans nos processus de décision. Et aussi, ce qui est important aussi, c'est que les patients sont de plus en plus présents, sont informés, et on les associe aussi quelles sont leurs préférences et quelles sont leurs attentes, non seulement en termes de survie, mais aussi en termes de qualité de vie. Donc c'est des choses qu'on doit aussi prendre en compte très tôt, notamment parce que toutes les molécules en cancérologie ont un certain profil de toxicité. Effectivement, ce qu'on essaie de faire, c'est donc d'améliorer, de garantir la meilleure pratique médicale, de mettre en place de nouveaux médicaments, mais aussi d'éliminer les anciens ou ceux qui ne sont peut-être plus nécessaires. Et alors, effectivement, donner aussi des recommandations pour les aspects économiques et la prise en charge des molécules. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais aussi vous présenter un petit peu notre organisation et des exemples d'essais cliniques pour comprendre vraiment le bien fondé de la recherche clinique. Donc comme le disait le professeur Meunier, je crois que nous sommes l'organisation de recherche clinique la plus ancienne en Europe, et un des fondateurs était le professeur Tagnon de l'Institut de Jules Bordet, ce qui explique que nous sommes basés ici. Encore une fois, notre mission principale est vraiment de promouvoir et de conduire cette recherche clinique pour amener des bénéfices thérapeutiques aux patients. Donc nos activités sont par définition internationales. Ces essais se font par de grandes coopérations européennes et parfois même intercontinentales. Ce qui est important aussi, c'est multidisciplinaire. Parce que vous allez voir, je vous parle de médecine de précision et beaucoup de traitements, mais la chirurgie est aussi une sorte de médecine de précision. La radiothérapie est aussi une précision. Donc nous sommes multidisciplinaires dans le sens que nous adressons le traitement du cancer dans son entièreté, donc les médicaments, la radiothérapie, la chirurgie, pour vraiment établir des stratégies thérapeutiques. Et ça, c'est vraiment notre mission, d'optimiser les stratégies thérapeutiques pour les patients. Et donc, ce qui aussi caractérise notre organisation, c'est que non seulement nous sommes internationaux, nous sommes multidisciplinaires, mais aussi nous avons une activité à travers quasi toutes les tumeurs, essentiellement les tumeurs adultes, ce qui est très important aussi pour la médecine de précision, parce que comme vous le verrez, on a maintenant l'opportunité non seulement d'adresser les tumeurs par leur origine d'organes, donc par exemple cancer du sein, cancer du poumon, mais quand on comprend leur biologie, si une tumeur dans deux organes différents est générée par la même altération, on peut peut-être faire des essais communs à travers les tumeurs. Et ça aussi, ce sont des nouvelles approches, et notre organisation est très bien placée puisque nous travaillons à travers toutes les tumeurs. Donc quelques chiffres sur notre organisation. À peu près à tout instant, nous avons une cinquantaine d'essais ouverts à l'entrée des patients, et chaque année, nous ouvrons et fermons entre 15 et 20 essais cliniques. Nous travaillons sur une quarantaine de pays, et à peu près un peu plus de 600 hôpitaux à travers l'Europe. Voilà, ça c'est un petit peu pour vous donner une idée de notre organisation. Et d'où viennent ces patients? Ils viennent essentiellement de l'Union européenne, donc avec la Belgique qui a toujours joué un rôle important dans notre organisation, mais aussi nous travaillons soit directement, soit indirectement en collaboration avec d'autres partenaires à travers le monde pour faire des essais que nous jugeons importants, ou parfois même l'Europe est trop petite pour pouvoir arriver à des approches thérapeutiques, à approuver des traitements de manière efficace et rapide, et donc on est obligé de faire des coopérations intercontinentales. Donc qu'est-ce que c'est en pratique en fait cette recherche clinique? Et je pense que le mieux pour comprendre, c'est de regarder, de prendre quelques exemples. Alors vous allez apprendre à lire une courbe de survie. Je vais essayer de vous expliquer ça. Vous vous rappelez le schéma avec les patientes qui avaient le groupe de patientes dans le cadre du cancer du sein. Mais voilà donc un groupe de patients
Donc on a 100% des patients au départ qui rentrent dans l'essai et qui dans ce cas-ci, c'est un exemple sur une tumeur cérébrale, vont être randomisés, on appelle ça randomisés, tirés au sort entre deux approches. L'approche recevoir une radiothérapie seule ou recevoir une radiothérapie en combinaison avec un médicament qui s'appelle le temozolomide. En fait, c'est une étude que nous avons publiée il y a déjà une dizaine d'années, comme vous pouvez le voir ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand les patients rentrent dans l'essai, donc on les suit, et chaque fois que malheureusement un patient décède, eh bien la courbe descend un petit peu. Donc ça vous donne une idée de la survie globale de la population qui a reçu uniquement la radiothérapie, et ça, la survie globale de la population qui a reçu la combinaison. Comme vous voyez, nous avons fait, grâce à cet essai, une amélioration thérapeutique qui a d'ailleurs été pour cette tumeur jamais vue. Et malheureusement, je dirais 10 ans après, on n'a toujours pas fait de progrès substantiel, et ça reste toujours le standard de traitement actuel des patients qui ont ce type de tumeur cérébrale. Donc voilà un petit peu ce que fait la recherche clinique. Je vais donner d'autres exemples un peu plus rapides maintenant que vous avez vu le premier exemple. Là aussi, on est dans une certaine forme de cancer du poumon qui est assez agressif, et on s'est dit, les patients ont souvent des tumeurs des métastases cérébrales, et on s'est dit, si on irradie peut-être de manière préventive, parce qu'il y a peut-être des micro-métastases, le cerveau, on va peut-être leur permettre de rester un petit peu plus longtemps parmi nous. Et là, effectivement, vous voyez que si on fait ce qu'on appelle donc de l'irradiation du crâne de manière prophylactique, de manière préventive, eh bien les patients, on a pu leur permettre d'avoir une survie un petit peu plus longue. Et ça, j'ai mis cet exemple tout particulièrement ce soir parce qu'en fait, je trouve que c'est le premier exemple de médecine personnalisée que nous avons réussi à l'EORTC. C'est dans une tumeur très très rare, un sarcome du tube digestif, où il y a à peu près une quinzaine d'années, 15 ans, on s'est aperçu que ces tumeurs exprimaient une certaine altération biologique, et il s'avère qu'il y avait une molécule qui était en développement, qui était exactement la clé qui allait dans cette altération biologique de la tumeur. Et en fait, ce sont des patients, c'est une population de patients qui a une quinzaine d'années, 20 ans, décédés très rapidement. Et aujourd'hui, vous voyez le progrès de survie, ces patients sont là. Et aujourd'hui, 10 ans après, beaucoup de ces patients sont encore en vie grâce à cette molécule. Donc là, on est vraiment dans un exemple, je dirais, pionnier de médecine de précision, même s'il y a une quinzaine d'années, ça s'était fait, je dirais, de manière encore un petit peu empirique. Mais alors l'exemple qui est le plus illustratif, c'est un exemple que je voulais vous donner aussi dans les leucémies, et ça je pense que c'est vraiment important parce que vous voyez ici une série d'essais cliniques qui ont été faits les uns après les autres depuis les années 70 jusqu'au fin des années 2000. Et ça, en fait, c'est vraiment quelque chose que des organisations comme nous sommes particulièrement fiers, parce que c'est une série d'essais cliniques qui a été fait, je dirais, question après question. On se pose une question et vous voyez, dans les années 70-80, les patients, leur survie était là. On a fait un essai clinique, on a gagné un petit peu. Un autre essai clinique, on a fait un petit peu, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on est là, avec 42% de survie à 5 ans. On était parti dans les années 70 à 17% de survie. Donc ça, c'est vraiment ce que la recherche clinique permet de délivrer. Et je crois qu'il faut saluer, ici ça vous donne le nombre de patients qui ont participé à ces essais pendant ces décennies. Je crois que si on les ajoute, on arrive facilement à 6 000 patients. Ce sont quand même des patients qui nous ont fait confiance, qui ont participé à ces essais et qui nous permettent d'arriver à ce type de progrès. Mais comme vous voyez, il reste des efforts à faire. Donc revenons un petit peu à notre médecine de précision pour ce soir et regardons un petit peu ce à quoi nous sommes confrontés. J'ai essayé de mettre ici, c'est une diapositive qui vient du Sanger Institute, qui est très connu dans notre milieu pour ses compétences en termes de génome. Et si on essaie de mettre en perspective le génome humain, les gènes qui codent pour les protéines, donc on est à peu près à une évaluation entre 25 et 30 000 gènes qui codent pour des protéines, et si on cherche
les gènes altérés qui sont impliqués dans le cancer aujourd'hui et que nous connaissons, on tourne à peu près à 300-400 gènes du cancer. Donc vous voyez que nous cherchons une aiguille dans une botte de foin. Et ça, je crois que c'est un des premiers défis de la médecine de précision, c'est comprendre la biologie, aller chercher et comprendre ces gènes et comment après aller les attaquer. Alors, il faut savoir que la cellule cancéreuse et la tumeur, c'est quelque chose de complexe. Et que, si évidemment, elles se défendent, et on est là pour essayer de contourner tous les mécanismes de défense. Alors, vous ne devez pas retenir ça, hein, certainement pas, mais ça représente une cellule, et c'est probablement une image très simplifiée. Vous avez le noyau, les gènes ici, mais comme vous voyez, c'est une multitude de pathways, de chemins, de protéines qui sont synthétisés, et ici des récepteurs sur la surface cellulaire qui vont recevoir des messages et qui vont donc dire à la cellule de proliférer ou de ne pas proliférer. Et en fait, c'est quand il se passe un problème, soit au niveau du gène, donc quel qu'il soit, qui va donc entraîner des aberrations au niveau de ces protéines, qui va faire que tout est dérégulé. Donc c'est ceci auquel qu'on doit comprendre et qu'on doit essayer de moduler. Alors, ce qui se passe aussi dans une tumeur, donc ça c'était au niveau de la cellule, mais quand on regarde une tumeur un peu plus macroscopique, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes les cellules dans une tumeur ne sont pas équivalentes. C'est ce qu'on appelle l'hétérogénéité spatiale, et que dans une tumeur, il y a certaines cellules qui vont avoir certaines altérations et d'autres cellules qui vont avoir d'autres altérations. Et quand on va chercher un petit bout de tumeur chez un patient pour essayer de comprendre sa biologie, si on pique là, on aura peut-être autre chose que si on pique là. Et ça aussi, c'est un défi important à comprendre, parce qu'à un certain moment donné, une tumeur n'est pas complètement homogène et n'est pas complètement équivalente. Et potentiellement, donc, ce qu'on appelle les clones cellulaires ne vont pas répondre au même traitement. Donc ça, c'est un des défis importants à relever dans cette compréhension. Et le deuxième défi que j'ai essayé de schématiser ici, c'est l'hétérogénéité de la tumeur dans le temps. Et là, si par exemple on a une tumeur qui au départ a un type de cellule, sous l'effet des altérations, des mutations qui va la faire devenir cancéreuse, elle va se multiplier, mais elle ne va pas forcément évoluer de la même façon. Et ici, vous voyez cette tumeur, cette cellule tumorale qui en fait arrive à fin de course à exprimer des altérations complètement différentes, ce qui fait qu'on a différentes formes de clones cellulaires. Et si on applique un traitement, peut-être que ce traitement va permettre d'éradiquer certaines de ces cellules, parce qu'il cible une des altérations spécifiques, mais vous allez avoir une population de cellules qui malheureusement va passer à travers le filet et qui va continuer son chemin de son côté. Ça, c'est un des défis de la cancérologie de demain, d'aujourd'hui, et certainement quelque chose qu'on doit vraiment comprendre, c'est les mécanismes de progression de la maladie pour pouvoir justement prendre en compte toute l'évolution du patient au cours de sa maladie. Autre difficulté, la tumeur ne vit pas de manière isolée, elle a un environnement, elle grandit dans un organe, et elle a la capacité aussi d'aller moduler son environnement. Et donc récemment, il y a quelques années, l'immunothérapie a fait de grands progrès. Et là, ce qu'on a essayé de schématiser ici, c'est en fait cette cellule tumorale, et ça, les cellules de défense, et qui normalement sont là pour éradiquer les corps étrangers. Et ici, vous voyez, on a découvert il y a quelques années une certaine protéine qui, en fait, que la tumeur arrive donc à lancer un message en disant simplement à la cellule de défense, eh bien, tu ne me reconnais pas, tu ne me détruis pas. Et en fait, on a développé des molécules qui existent maintenant, qui vont venir se bloquer soit du côté de la cellule de défense, soit du côté de la tumeur, qui vont permettre en fait
de contrecarrer cette tolérance. Donc il y a plusieurs approches qui sont là, donc agir au niveau de la cellule, mais aussi agir au niveau de l'environnement de la cellule. Et donc aussi un des défis, c'est apprendre à pouvoir combiner toutes ces approches thérapeutiques, puisqu'on peut agir à plusieurs niveaux, et donc comment de manière optimale amener ces traitements au lit du patient. Donc comment ça fonctionne? On va revenir un petit peu sur les principes des altérations. Donc voilà, on va revenir sur notre cellule. Donc on a vu déjà dans le schéma cellulaire qu'on a des gènes qui vont donc commander la production de protéines, et donc certains de ces protéines sont des récepteurs qui se mettent sur la surface cellulaire, et donc des stimuli extérieurs viennent dire, à travers ces récepteurs, donner des messages de prolifération à la cellule. Donc soit quand ces gènes ou ces récepteurs sont altérés parce qu'ils fonctionnent mal, la cellule est devenue échappe à tout le contrôle, donc il y a des mutations, il y a des altérations, et bien ici le phénomène s'emballe et envoie trop de messages dans les cellules qui se mettent à proliférer. Donc soit on a la possibilité avec des nouvelles molécules de venir agir, de venir bloquer à ce niveau-là, soit de venir bloquer directement au niveau du récepteur. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des gènes? On a deux manières, je dirais, caricaturales de comprendre ce qui se passe, mais soit le gène est muté, hein, donc c'est vraiment, ça, je crois que tout le monde sait ce que c'est une mutation, soit il y a une amplification, c'est-à-dire qu'il va y avoir trop, et donc le phénomène s'emballe. Donc ça, ce sont les différents mécanismes qui vont entraîner effectivement ces dérives cellulaires. Donc si on regarde par exemple sur un exemple du cancer du poumon, où il y a un récepteur tout particulier, le GFR, qui joue aujourd'hui un rôle important dans le traitement du cancer du poumon, puisqu'il existe des molécules, donc c'est un petit peu des noms barbares, qui, comme je vous l'expliquais, soit vont venir agir sous le récepteur au niveau des mécanismes qui entraînent qui font que la cellule se met à proliférer, soit on va venir bloquer directement au niveau du récepteur, par exemple avec des anticorps qui vont venir prendre la place du stimuli, et donc essayer de contrôler ce mécanisme qui s'emballe. Mais c'est pas aussi simple que ça, loin de là, parce que dans un gène, il y a des exons, et en fait, même si on a des molécules, par exemple, qui vont aller se placer sur le récepteur EGFR, pour certains patients où la mutation est dans un exon tout spécifique, eh bien, aux petites molécules, comme vous avez vu, qui viennent à l'intérieur de la cellule bloquer le mécanisme, eh bien, ces patients, malheureusement, ne bénéficient pas, dans ce cas-là, de ce traitement. Donc, il va falloir comprendre ça pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va développer d'autre pour ces patients et qu'est-ce qu'on va pouvoir leur offrir. Donc, vous voyez que ce n'est pas aussi simple, c'est pas parce qu'on a trouvé nécessairement une cible qu'elle fonctionne dans tous les cas. Et alors, ce qui se passe, nous sommes toujours dans le cas du cancer du poumon, c'est que comme on arrive à comprendre la biologie, ici je viens de vous parler de l'EGFR, hein, vous voyez, on estime qu'à peu près 10 à 35% des cancers du poumon expriment cette mutation. Et donc il y a des molécules qui ont été déjà enregistrées et qui sont approuvées, dont les patients doivent bénéficier. Mais là où on pensait il y a peut-être 10 ans, 15 ans avoir un cancer du poumon, en fait, regardez, il y a tout un tas de gènes qui sont altérés d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que je vous ai parlé de mutation ou d'amplification. Et alors, le défi, c'est que dans certains cas, ça représente une toute petite population de patients. Donc, il y a par exemple, si on prend ici par exemple, les patients qui ont un réarrangement au niveau du gène ROS ne représentent que 1% des patients qui ont un cancer du poumon. Donc vous rappelez un petit peu la taille d'échelle, hein, aussi, donc on cherche une aiguille dans une botte de foin, mais aussi il faut aller pouvoir
identifier ces patients, faire des essais cliniques robustes pour lesquels on va pouvoir effectivement apporter une solution thérapeutique, puisque pour eux, ceci ne va pas marcher. C'est pas celui-ci qui va marcher. Donc ça, c'est vraiment important. Mais c'est aussi une fragmentation du cancer du poumon. Donc on comprend, mais c'est beaucoup plus difficile, effectivement, pour pouvoir répondre à chaque altération. Donc, un petit peu pour faire le point à ce moment de la présentation, je crois que les défis en médecine de précision, c'est comprendre cette complexité, et Dieu sait que c'est difficile, comprendre la tumeur, mais la mettre dans son contexte de son micro-environnement, pouvoir comprendre et maîtriser cette fragmentation des maladies. Vous avez vu le don, vous avez vu aussi cette hétérogénéité dans l'espace, dans le temps, de façon et aussi donc à comprendre les profils de progression de la maladie, puisque on peut donner une solution thérapeutique pour un patient à un certain moment, mais effectivement, malheureusement, un certain nombre de patients vont progresser. Donc, à cause de cette hétérogénéité des cellules, quelle partie de la tumeur en fait a échappé au traitement et va devoir être notre prochaine cible. Donc l'impact sur la précision, sur la médecine de précision et les essais cliniques, ce qu'on essaie de faire en fait, c'est vraiment d'apporter le bon traitement au bon patient, au bon moment. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est d'augmenter la qualité de vie, la survie, mais je commence déjà aussi à parler un petit peu de coût, parce que tout ça a un coût. Mais grosso modo, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est en fait, donc si je reprends l'exemple du cancer du sein, vous avez déjà vu cette diapositive. En fait, ici, tout à l'heure, il n'y avait pas ça. On avait un groupe de patients très large qu'on a mené à un essai clinique et ça pouvait représenter plusieurs centaines de patients. Maintenant, cet échantillon de patients va être réduit puisqu'on va demander aujourd'hui aux patients qui vont rentrer dans un essai clinique, qui vont comprendre la biologie, d'exprimer les mêmes caractéristiques moléculaires. Donc on va faire des essais cliniques sur des populations qui expriment telle altération ou telle autre. Le processus qui en découle est plus ou moins le même. Effectivement, il faut prouver que le médicament marche de façon à ce qu'il soit enregistré. Donc ceci a pas mal changé la façon dont on fait des essais cliniques, puisque vous comprenez que pour avoir cette information, il faut avoir un bout de la tumeur du patient, il faut pouvoir l'analyser. Donc c'est beaucoup plus complexe, effectivement, quand il y a 10 ans, 15 ans, on disait, ben voilà, on prend des cancers du sein, du poumon, on fait un essai clinique, tout le monde rentre dedans, et ça marchait pas, mais on ne savait pas trop ce qui se passait. Maintenant, on sait ce qui se passe, mais effectivement, c'est beaucoup plus complexe à mettre en place. Ce qu'on veut éviter, parce que c'est ce qu'on a fait, c'est un petit peu tiré dans tous les sens et à l'aveugle, parce que c'est quand même ce qu'on a fait avec même si la chimiothérapie est toujours là et quand même a des succès et encore un bel avenir, mais maintenant on arrive un peu à comprendre, c'est quand même ce qu'on a fait. Et je crois qu'on doit aujourd'hui aux patients, je dirais, un peu plus de précision. Je crois que c'est le mot de la soirée, parce qu'il faut bien savoir, vous avez vu dans cette courbe de survie qu'il y a quand même des patients, chaque fois il y a un patient qui disparaît, et les patients qui sont traités et qui ne bénéficient pas du traitement, pour une raison ou une autre, ils peuvent avoir des effets secondaires, ils peuvent avoir des toxicités. Je crois qu'on se doit d'essayer d'amener dans ces traitements les patients qui vraiment ont besoin de ces molécules et ne pas exposer à des traitements toxiques des patients qui malheureusement ne peuvent pas en bénéficier. Donc ça, je crois que c'est vraiment important. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est que vous avez vu ces essais cliniques qu'on a fait, on comparait AB de manière très empirique. Ben aujourd'hui, on essaie d'avoir des essais intelligents. On se pose une question qui a un rationnel biologique, où encore une fois, on essaie de comprendre cette hétérogénéité. Et c'est une révolution thérapeutique, c'est une révolution dans la recherche, c'est une révolution au niveau du laboratoire, c'est une révolution au niveau des interactions entre les différentes disciplines qui se doivent de travailler ensemble aujourd'hui pour pouvoir amener
arriver à cette médecine de précision. Alors je vous ai donné toute une batterie d'exemples d'essais cliniques que nous avons fait il y a une dizaine d'années. Vous vous rappelez, c'était un petit peu pour planter le décor et vous montrer ce qu'était la recherche clinique. Maintenant, je vais vous montrer des essais cliniques de précision d'aujourd'hui. Et vous allez, j'espère, comprendre la différence. Donc on va un petit peu passer de temps là-dessus, parce que je crois que c'est important. Aussi un essai dans les cancers du sein, où on avait une nouvelle signature génomique qui nous permettait probablement de dire aux patientes, la chimiothérapie va marcher ou ne va pas marcher. Mais finalement, il fallait le prouver. Alors c'est un sous-groupe de cancer du sein, c'est une signature génomique tout à fait spécifique. Et jusqu'à présent, jusqu'avant cet essai, on donnait, encore une fois je simplifie un petit peu, la chimiothérapie sur des critères qui étaient une évaluation clinique, radiologique et histologique des patientes, si les ganglions étaient envahis, etc. Donc ce qu'on a fait, c'est que grâce à cette signature génomique, on a pu différencier les patientes qui étaient en haut risque par la méthode traditionnelle, bas risque méthode traditionnelle, haut risque par la signature génomique et bas risque par la signature génomique. Mais on ne savait pas, il fallait le prouver. Donc, les patientes ont eu les deux diagnostics, si vous voulez, j'essaie de simplifier, vous vous rendez compte que c'est un très grand nombre de patientes qu'il a fallu prouver ça. Alors, celles dont par le diagnostic classique et par la signature génomique n'avait pas de risque, a été considérée comme low risque, ne recevait pas de chimiothérapie. Celles où le risque était haut, que ce soit par l'évaluation clinique ou génomique, recevaient la chimiothérapie. Et celles où c'était discordant, on les a randomisées entre traitement ou pas traitement. Et en fait, on s'est aperçu, et ça je crois que c'était aussi un beau succès de la médecine de précision et de l'implémentation de ces nouvelles approches thérapeutiques, c'est qu'en fait, dans cette population spécifique, par exemple, donc, qui était cliniquement à haut risque, donc qui par la méthode traditionnelle de diagnostic clinique recevait de la chimiothérapie, mais qui avait un low risque génomique, eh bien, on a pu réduire, leur dire qu'elles n'avaient pas besoin de chimiothérapie. Donc là, encore une fois, on n'a pas fait de progrès thérapeutique en soi, mais on peut dire à 46% des femmes qui sont dans ce cas précis, leur dire vous n'allez pas recevoir de chimiothérapie, ce qui veut dire quand même une qualité de vie bien supérieure. Donc ça, je crois que c'est aussi des avancées thérapeutiques majeures où on peut vraiment guider les patients de manière optimale vers un traitement ou leur dire vous n'avez pas besoin de traitement, bien sûr, évidemment, sans altération de l'issue de la maladie. La maladie est aussi bien contrôlée. Donc je crois que c'est ça, ce type de nouveaux essais qu'aujourd'hui nous mettons en place. Et je vous passerai les détails de l'infrastructure européenne et de la complexité de la mise en place de ces essais, mais je peux vous assurer que ce sont vraiment des défis opérationnels. Je voulais vous montrer aussi un autre exemple dans l'immunothérapie, puisqu'on a parlé d'immunothérapie, donc ça c'était un exemple de chimiothérapie, mais je crois qu'il faut parler aussi de l'immunothérapie, et là on est dans une de ces molécules qui va venir se positionner entre la cellule tumorale et la cellule de défense, et là on est dans les cancers de la peau, relativement avancés, qui ont été randomisés entre cette nouvelle molécule. Donc il y avait un schéma de charge, si je peux dire, et puis un schéma de maintenance contre du placebo, puisque on n'avait pas vraiment d'autres traitements. Donc vous voyez, c'est très récent, puisque nous avons communiqué ça il y a 2 mois, c'est la courbe de survie. Maintenant, vous savez très bien lire une courbe de survie, et vous voyez qu'avec l'immunothérapie, à 5 ans, nous avons fait un progrès de 11% de survie. Alors bon, il y a encore des progrès à faire, mais ce sont des avancées thérapeutiques substantielles que nous arrivons maintenant
à mettre en évidence dans des maladies comme le mélanome qui sont relativement agressives. Ça représente quand même des avancées qui doivent être saluées. Alors un autre exemple que je voulais vous montrer aussi, on a parlé, je vous ai dit quand je vous ai présenté l'organisation, on est transtumorale, là c'est un essai que nous sommes en train de faire avec une nouvelle molécule dans des tumeurs très très rares, et on s'est aperçu que certaines de ces tumeurs en fait expriment la même cible, ici soit ALK soit MET. Encore une fois, c'est notre jargon, mais bon, ce sont des altérations que nous essayons de viser. Et on s'est dit, pourquoi ne pas les mettre ensemble? Elles sont très rares, on a du mal à les trouver. On va faire un essai commun à toutes ces tumeurs. Ça sont des choses qu'on n'arrivait pas à faire de manière optimale il y a encore quelques années. Et on peut, puisque maintenant nous avons ces molécules. Alors, l'essai est en cours. Mais on a déjà certaines cohortes, ici par exemple, dans ce cancer très rare du rein, où on a déjà les premiers résultats, tumeurs très très rares. Je crois qu'on a trouvé 45 patients en Europe en 2 ans. Donc ce sont des patients qui n'avaient absolument pas de traitement, puisque ça n'intéresse personne, je dirais, pas tellement l'industrie. Et nous on est là pour ça aussi, pour remplir ce défi d'apporter aux patients qui ont des tumeurs rares des solutions thérapeutiques. Donc vous voyez la radiographie d'un patient qui, au début de sa maladie en 2014, avait quand même pas mal de tumeurs, et je crois que bon, c'est relativement évident, ce qu'on appelle une réponse partielle, il reste encore un petit peu, mais dans une maladie qui était aussi relativement agressive, ce sont des images qui sont relativement impressionnantes. Et quand on regarde la courbe de survie, les patients qui avaient l'altération donc recherchée, vous voyez que on a une courbe plate, ce qui veut dire que pour l'instant ils sont tous en survie. Encore une fois, on est dans une tumeur très très rare. Je vous ai parlé tout à l'heure de nos essais multiples où on arrivait à 6000 patients. Vous avez vu l'essai du sein avec aussi à peu près 7000 patients. Ici, on a des très petits échantillons de tumeurs très très rares. Et je crois que c'est ça aussi un avantage de la médecine de précision, c'est que comme on arrive à comprendre la biologie, on peut apporter des solutions à ce qu'on appelle des unmet needs, donc des situations médicales où il y a des besoins, de développement. Alors vous allez dire c'est simple, c'est simple, il y a une molécule, il y a une cible, on a tout, il suffit de trouver la bonne cible, la bonne clé, la bonne serrure et tout va marcher. Malheureusement, vous vous rappelez de la cellule, elle est là, en fait tous ces mécanismes se parlent, vases communicants, etc. Donc c'est la complexité de la biologie, et malheureusement quand on arrive dans bien des cas, quand on arrive à coincer un côté, ça repart un petit peu de l'autre côté, la cellule arrive à trouver des mécanismes d'échappement. Donc là, on va donner un exemple un petit peu sur les cancers, sur les cancers colorectaux, où là aussi encore vous verrez 2 mutations. Donc vous voyez là, ça c'est la survie des patients qui n'ont pas de mutation, qui n'ont pas ces 2 mutations-là. Et puis vous voyez que ceux qui ont ces mutations, malheureusement, ils partent beaucoup plus rapidement. Donc on s'est dit, peut-être qu'il y a plusieurs targets, donc il y a plusieurs cibles. Est-ce que ici, au lieu d'avoir une cible, est-ce qu'on pourrait atteindre plutôt deux cibles? Et là, encore une fois, vous voyez que c'est malheureusement, on s'est aperçu que les patients qui avaient cette altération-ci, qui avaient la mutation, ils partent très rapidement. Donc cette molécule ne résout pas tout pour eux, du moins pas complètement. Donc vous vous rappelez les petits schémas, les petits récepteurs, la membrane cellulaire qui entraînent les signes de prolifération. Et là on a effectivement énormément simplifié. On n'a pris que deux pathways, que 2 routes en dessous de la membrane cellulaire. Donc on s'est dit, le premier groupe de molécules ciblées qu'on arrive à placer, pour eux c'est pas assez. Si on bloque ici, c'est pas assez. Alors l'idée qui vient effectivement,
si on essayait de les mettre ensemble, de les combiner et d'être beaucoup plus efficace. Et là, on commence à voir, alors là c'est une combinaison, donc on a mis 2 thérapies ciblées qui ciblent 2 gènes. On s'aperçoit que, un petit peu, on passe les noms des médicaments, c'est le principe qu'il faut retenir, que les taux de réponse, donc les patients qui répondent, augmentent. Donc on se dit, ben, on avance un petit peu, mais vous voyez, c'est quand même pas... il y a encore beaucoup de défis à relever. Donc, la question suivante, mais si on en rajoutait un 3e, puisqu'on a quand même des nouvelles molécules, et donc là on se dit, ben, on peut essayer de combiner ce qu'on a vu, donc le BRAF et le GFR qui nous ont permis ensemble de faire une petite avancée, à un 3e, ou avec de la chimiothérapie, ou encore à un autre 3e. Et là, vous voyez qu'on était dans des taux de réponse qui commençaient à augmenter, et là on se retrouve avec des taux de réponse qui passent rapidement les 20% quand on met 3 molécules. Encore une fois, pour essayer de contrôler cette cellule qui trouve toujours ces mécanismes des phénomènes d'échappement. Et alors, les premiers résultats, par exemple, commencent à sortir, et bon, c'est très préliminaire, mais quand on regarde la survie des patients en mois, ici, nous sommes en mois, qui reçoivent le triplet, les trois molécules, et bien par rapport aux patients qui sont qui reçoivent uniquement des combinaisons de deux molécules, et bien on a une avancée en survie. Alors tout ça c'est très préliminaire, ça doit être confirmé, mais vous voyez un petit peu cette complexité. Je voulais vous donner aussi encore un autre exemple qui va bien illustrer aussi ce problème d'échappement, ce problème de relapse. Encore une fois, on est revenu sur les mélanomes. On a parlé d'immunothérapie dans les mélanomes, mais là c'est donc une molécule ciblée dans les mélanomes. Mais vous voyez donc que en fait, cette molécule nous a permis de faire pas mal d'avancées thérapeutiques. Là, c'est sur la progression des patients. Ils progressent moins rapidement que ceux qui étaient sur le traitement qu'on utilisait avant. Mais vous voyez que la courbe de survie, bien, elle se décale un petit peu. Mais bon, ça finit par se rejoindre. Donc il y a un progrès, mais il n'est pas substantiel. Et là, vous avez l'exemple d'un patient qui a bien répondu, hein, ça c'est une scintigraphie avec vous voyez, c'est la réduction de la masse tumorale. Vous voyez ce patient, et c'est pour ça que parfois on parle d'armes à double tranchant. Donc ce patient a bien récupéré, mais malheureusement sa maladie échappe et il se retrouve dans l'état de départ. Donc probablement que c'est un autre clone cellulaire, vous vous rappelez le schéma des clones cellulaires, qui a échappé au traitement, et qui fait que le patient malheureusement a rechuté dans sa maladie. Et donc là aussi, principe d'association, et vous voyez que nos courbes de survie, quand on utilisait un seul médicament qui finissait par se rejoindre, eh bien ici, on arrive à les tenir séparés. Et donc, si vous vous rappelez aussi du mélanome que je vous ai présenté tout à l'heure avec l'immunothérapie, voilà, on a des thérapies, on a une immunothérapie qui est là, on a des immunothérapies qui sont là, on a ces nouvelles molécules qui sont là, et maintenant il faut apprendre à travailler avec toutes ces molécules pour pouvoir les utiliser au mieux, en association, en combinaison, en séquence, pour pouvoir les maîtriser. Alors, je crois que un des messages que nous passons systématiquement à nos partenaires, à l'industrie pharmaceutique, aux autres organisations, c'est qu'aujourd'hui, un essai clinique, vous avez parlé de recherche de transfert, hein, donc vraiment où on va demander à un patient de rentrer dans un essai clinique, mais aussi on va prendre un bout de sa tumeur, je pense que si on ne fait pas un essai clinique en demandant vraiment aux patients, sauf dans des cas peut-être exceptionnels aujourd'hui, on doit accéder à votre matériel biologique, on doit contribuer aux avancées thérapeutiques, c'est une perte d'argent, une perte de temps, et c'est certainement pas un service à la communauté des patients, ni à la société. Alors, évidemment, vous avez vu qu'il reste pas mal de défis, hein, donc les défis de combinaison, de séquences. On n'est pas forcément sûr d'avoir les bonnes doses, les bons schémas. Les biomarqueurs, donc vraiment là où on va essayer dans chaque tumeur de voir quel est le marqueur
la cible qui permet d'être altérée, il faut quand même être sûr de ce qu'on fait. C'est compliqué. Il faut des recherches d'infrastructures excessivement solides, les coûts sont complètement différents. Et alors ce qu'il y a, c'est qu'on génère des données fantastiques, beaucoup de données, mais comment les interpréter, comment faire face à ce torrent d'informations. Et là, je pense qu'on est aussi devant un nouveau défi, qui est le défi de bioinformatique, comment interpréter ces données de manière optimale. Et il y a déjà des champs d'application qui visent à développer certains algorithmes pour nous aider à prendre des décisions et à comprendre ces maladies. Alors, effectivement, moi je vous présente ce soir le point de vue du chercheur, représentant une organisation de recherche clinique, mais il faut bien savoir que nous aussi, nous ne fonctionnons pas de manière isolée. Il y a d'abord effectivement les patients, mais il y a aussi les gens des affaires réglementaires qui approuvent les médicaments, il y a les rembourseurs. Donc c'est toutes les disciplines, toutes les spécialités, tous les intervenants dans la chaîne de traitement doivent évoluer effectivement. Et là aussi c'est un défi parce qu'on n'évolue pas tous nécessairement à la même vitesse. Et alors tout particulièrement en Europe, malheureusement, je dirais, nous sommes dans une fragmentation réglementaire pour faire ces grands essais. Eh bien, chaque pays a un petit peu ses réglementations et c'est très très compliqué de mettre en place de la recherche efficace en Europe. Et donc nous essayons aussi d'apporter notre contribution à l'organisation européenne, je dirais, de la recherche clinique en alertant la Commission européenne, l'agence d'enregistrement des médicaments, par exemple, qu'il faut qu'on change notre environnement réglementaire, et je vous montrerai aussi pourquoi au moment de la conclusion. Venons un petit peu au coût, et ça c'est aussi pour vous donner un ordre d'idée d'évolution des coûts. Donc ça c'est le prix par dose de traitement. Donc vous voyez que ça ici on est encore à l'époque de la chimiothérapie. Là on est déjà dans les années 2000 avec ces molécules, ces anticorps monoclonaux qui viennent se fixer sur le récepteur. Vous voyez que les prix augmentent. Et maintenant, ça, ce sont les prix de l'immunothérapie. Donc là, je crois qu'il y a un défi de société pour pouvoir faire face au prix de ces traitements. Et je n'ai pas la slide ici, mais je peux vous dire que j'avais discuté avec le doyen à Rotterdam. Et par exemple, c'est 2% des cancers du poumon dans son institution qui consomment 43% du budget actuellement. Donc c'est quand même un problème. Donc je crois que le problème est bien identifié. Il y a beaucoup de discussions qui sont en train de se passer en ce moment, notamment avec l'industrie pharmaceutique, mais ça aussi c'est un des défis de la médecine de précision. Alors voilà, on en vient un petit peu à la recherche, au framework réglementaire dans lequel nous travaillons. Il faut bien savoir que l'expérimentation humaine ne se fait pas comme ça. Il y a des cadres réglementaires assez lourds, et heureusement, parce que tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi. Alors il y a beaucoup de déclarations sur les human rights, nous on travaille beaucoup évidemment selon la déclaration d'Helsinki, qui sont les grands principes de respect et d'intégrité du patient. Mais il faut savoir qu'au niveau de l'Union européenne, il existe beaucoup de directives, de réglementations avec lesquelles nous sommes obligés de composer, que ce soit les réglementations qui sont derrière les essais cliniques, qui sont derrière la collecte des matériels biologiques, d'irradiation, de tout ce qui est les équipements médicaux, les essais avec lesquels on va aller mesurer une target, et aussi au centre la protection des données des patients, donc de façon à respecter la confidentialité. Donc quand nous faisons un essai clinique au niveau européen, nous devons respecter toutes ces réglementations qui sont parfois pas forcément complètement cohérentes. Et alors, dans les États membres, il y a effectivement
beaucoup de lois spécifiques. Quand on arrive avec un essai clinique international dans un pays en particulier, il y a aussi des lois, je dirais, locales, nationales, qui peuvent avoir des petits goûts, des petites approches différentes, mais qui sont là et qu'il faut respecter. Et puis il y a tous les codes professionnels. Donc l'environnement réglementaire en Europe est très très lourd. Nous sommes beaucoup moins efficaces de ce côté-là que nos collègues américains qui sont dans un seul cadre réglementaire. Là, je crois effectivement que l'Europe a du travail à faire et nous contribuons, nous espérons que nous contribuons à une certaine sagesse européenne sur le plan réglementaire. Alors nous faisons évidemment pas mal de propositions pour faire face à l'arrivée de cette médecine de précision. Hein. C'est vraiment, je crois aussi, il faut que les médecins, le corps de santé puisse être prêt à comprendre ces données, comment les utiliser au lit du patient. Ça demande de revoir un petit peu tout ce qu'on a appris. Alors quelque chose qui est quand même assez important, c'est aussi de promouvoir l'indépendance. Et je pense que c'est le rôle que nous remplissons nous aussi en Europe avec notre organisation. Quand on en revient par exemple au coût de l'immunothérapie, évidemment ce n'est pas forcément l'intérêt d'un industriel de réduire les traitements parce qu'on réduit les ventes évidemment. Mais c'est notre rôle d'optimiser justement le schéma et de dire peut-être qu'avec moins on fait aussi bien. Le patient aura moins de toxicité, ça coûtera moins cher à la société. Ça aussi, ce sont des défis que nous prenons, mais évidemment, ce sont des défis qui ne peuvent se faire que de manière indépendante. Donc, évidemment, de revoir l'environnement réglementaire. Et surtout, je crois que ce qu'il faut, c'est avoir des nouveaux modèles de travail. Encore une fois, quand on a un patient face à soi, et comme vous avez vu, ce patient qui a déjà malheureusement progressé après sa maladie, je crois qu'il faut avoir de nouvelles approches et rapides, agiles, pour lui dire écoutez, votre maladie a malheureusement repris, mais peut-être que ceci est disponible. Et là, je crois qu'on doit revoir aussi l'organisation de la recherche clinique, nos partenariats avec l'industrie pharmaceutique, pour que ces 700 molécules, on a commencé avec 600-700 molécules, on puisse pouvoir les amener assez rapidement au lit du patient. Et surtout aussi, je pense de plus en plus, de demander aux patients quelles sont leurs attentes, notamment en termes de qualité de vie, parce que parfois on peut améliorer la qualité de vie avec certaines... on ne peut pas prolonger la survie, mais on peut peut-être améliorer de manière substantielle la qualité de vie, et c'est toujours la balance entre qualité de vie et quantité de vie. Il faut bien mettre les deux en perspective. Alors la médecine de précision, c'est une révolution, c'est vrai, mais je crois que c'est pas non plus la solution ultime. Je crois que le cancer est une maladie complexe, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres façons, il y a d'autres armes thérapeutiques, et ça va être une combinaison de traitements, que ce soit la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie a toujours son rôle à jouer, la médecine de précision, que ce soit avec les thérapies ciblées, l'immunothérapie, les thérapies les thérapies directement sur le gène. Alors, je crois encore une fois, on arrive à la fin de la présentation, quels sont nos défis. C'est encore une fois permettre cet accès rapide à ces nouveaux médicaments. Quel impact sur la qualité de vie? Prendre en compte les aspects économiques, parce que sinon les rembourseurs vont prendre des décisions de manière plus ou moins arbitraire. Donc je pense que c'est à nous aussi, communauté scientifique, à définir les populations de patients qui méritent le traitement parce qu'on l'a démontré de manière scientifique. Et alors on a beaucoup de succès, parce que vous avez vu ces courbes de survie qui augmentent, vous en avez vu beaucoup. Et donc on a quand même la chance, je crois, en Europe, Madame Meunier peut me corriger parce que c'est vraiment son domaine de prédilection, je crois qu'on a 30 millions de survivants du cancer. Et donc ces survivants, ils ont quand même des problèmes parfois, que ce soit de la fatigue à long terme, des toxicités à long terme, mais aussi des problèmes de société. Est-ce qu'ils peuvent retourner au travail de manière efficace?
Est-ce qu'ils vont retrouver, est-ce qu'une banque va leur faire un prêt parce qu'ils ont eu le cancer alors qu'ils sont guéris? Donc les patients survivent, on fait de beaux progrès thérapeutiques, mais il y a une vie après le cancer et c'est aussi un défi de la médecine de précision. Après la médecine de précision, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, je crois que c'est mon avant-dernière slide. Alors, est-ce qu'on peut essayer de spéculer sur ce que sera le futur du traitement du cancer? Là, je crois qu'on pourrait imaginer dans un avenir qui n'est pas si lointain, et si un patient se présente relativement tôt dans sa maladie, qu'on puisse évidemment d'abord faire une chirurgie. Je crois que la chirurgie, si on peut la faire, c'est quand même quand on est suffisamment tôt et qu'on peut enlever le cancer, je crois que c'est quand même la première chose à faire. Peut-être combiné effectivement avec certaines molécules intelligentes. Et on pourrait imaginer, dans pas si longtemps, et on y travaille beaucoup, que pour pouvoir monitorer le futur des patients, on ne soit pas obligé de revenir à cette tumeur et l'embêter avec une biopsie qui est assez agressive, et que simplement par des prises de sang, on puisse aller en fait monitorer l'évolution de la tumeur, puisque cette tumeur donc malheureusement se propage, les cellules sont dans le sang et on peut, juste avec une prise de sang aujourd'hui, du moins tout ça est en développement, aller retrouver le DNA de la tumeur dans le sang du patient et peut-être dans le futur pouvoir adapter le traitement simplement en monitorant par prise de sang. Et ça serait vraiment, je pense aussi, une révolution dans la prise en charge, des patients. Alors encore une fois, je crois que tout cela ne se fera pas simplement par décision humaine. Je crois que, bon, évidemment, la relation patient-médecin est là, elle est toujours là pour rester. Mais je crois qu'on va avoir quand même besoin de support de bioinformatique. Les coûts, nous en avons parlé. Développer un framework, un encadrement, un cadre réglementaire européen qui soit propice à la recherche clinique, parce que je crois que les patients européens ont besoin de ces progrès thérapeutiques. Tout ne peut pas être fait qu'aux États-Unis et transféré dans notre environnement. Donc je crois qu'il faut que nos médecins puissent, je dirais, sentir les traitements pour mieux les utiliser. Mais néanmoins, je crois que pour la recherche contre le cancer, c'est une époque qui est fantastique parce que les opportunités sont là et je crois qu'il y a beaucoup de messages d'espoir à envoyer. Et je voulais finir évidemment sur cette note d'espoir. Et ça vous donne une idée de la diminution de la mortalité du cancer. Depuis, je suis désolé, elle est un petit peu trouble. Ici, on est en 1970 et ici, cette diapositive s'arrête en 2013, mais vous voyez que la mortalité descend de manière substantielle. Donc les progrès sont là. Encore une fois, beaucoup d'espoir, beaucoup de travail et beaucoup de collaboration pour pouvoir continuer notre mission. Voilà, avec ceci, je voulais vous remercier pour votre attention.